à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. Le confinement aurait sauvé environ 3 millions de vies selon l'Imperial College de Londres. En France, toujours selon cette même étude, c'est 700 000 vies qui auraient été épargnées. Mais malgré ces vies sauvées, il y a eu des ratés. Des ratés dans la gestion de la crise sanitaire. La gestion des masques en est l'une des illustrations. Alors ces ratés sont-ils la résultante d'un État trop centralisé, trop peu transparent ? On en débat avec mes invités. Elie Cohen est avec moi, économiste, directeur de recherche au CNRS. Bonjour Elie Cohen, merci d'être avec nous. Bonjour, Également, merci. également Nicolas Boquet est avec nous, directeur des études à l'Institut Montaigne, et Sophie de Menton, présidente du mouvement éthique. Merci à tous les trois de participer à cette émission. Nicolas Boquet, je vais commencer avec vous parce que vous êtes à l'origine de cette étude qui est sortie cette semaine dans laquelle vous montrez qu'il y a eu des dysfonctionnements structurels de l'État. Vous dites dans la gestion du coronavirus, vous dites par exemple que le ministère de la Santé, qui a piloté le début de la crise via des agences régionales de la santé, n'était pas équipé pour mettre en place une logistique de masques. Ce que vous dites finalement, c'est que l'État a surjoué la verticalité alors qu'il ne peut pas tout. Expliquez-nous. Alors, l'idée de ce rapport, c'était d'interroger très vite tous ceux qui avaient participé à cette crise à tous les niveaux et de leur dire comment ils avaient vécu la crise et comment ils avaient vu l'action de l'État. Ce qui est très clair, c'est que l'État s'est mobilisé, l'État a fait beaucoup, l'État a réagi vite et parfois a réussi des exploits devant une situation d'impréparation qui a été en fait celle de tous les pays comparables. Ensuite, la question, c'est dans cette réaction, dans cette action, comment faire pour que tous les acteurs soient mobilisés. Et c'est là où certainement il y avait des choses peut-être à mieux coordonner. Si on prend l'action des masques, par exemple, le fait peut-être de s'appuyer davantage sur des partenaires privés, sur des entreprises qui ont l'habitude d'importer massivement de Chine et de transporter, comme ont pu le faire certains de nos partenaires allemands, ou bien de faire appel à la société civile, comme on a fait appel, comme ça a été le cas par exemple en République tchèque, qui n'était pas plus préparé que nous en matière de stock de masques, mais où le gouvernement a directement fait appel aux citoyens en disant nous avons besoin que vous fabriquiez des masques, nous ne pouvons pas vous les donner et nous nous appuyons sur vous, nous vous demandons. Et c'est Et peut-être cette démarche d'être capable de demander de l'aide, non pas de dire nous allons tout fournir, mais nous avons besoin de vous les entreprises, de vous les citoyens, de vous les acteurs territoriaux. C'est peut-être ça qui a manqué. c'est ce qui a manqué. Sophie de Menton, justement, sur ce plateau, vous représentez les entreprises avec votre mouvement éthique sur les masques. Justement, il y avait une pénurie. Aujourd'hui, on retrouve des entreprises françaises qui ont pléthore de stocks et qui n'arrivent même pas à les écouler. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Nicolas Boquet? Il n'y a pas eu d'interaction finalement entre l'État et les entreprises dans la gestion de cette crise? Je suis entièrement d'accord, il le dit très calmement et très poliment et moi j'ai vécu pendant 2 mois, une espèce de combat, au nom des entreprises que je représente pour les masques. Il a fallu d'abord lever l'interdiction d'en commander nous-mêmes pour nos salariés. Ça a été complètement fou. Il a fallu à un moment donné, nous sommes intervenus pour que la ministre, Pannier-Runacher, lève l'interdiction de vendre des masques dans les pharmacies alors qu'on pouvait les vendre dans les bureaux de tabac. Je pourrais vous raconter ce qui s'est passé pour les tests sérologiques, où j'étais moi-même en conférence, en conf call avec Bercy, avec la Chine, etc., pour essayer d'avoir des tests sérologiques pour nos salariés. On a assisté, comment dire, à d'abord un État effectivement qui a été extrêmement généreux. Ça pourra poser question. Un État qui a fait le maximum pour nous, enfin c'est vrai, un État très protecteur. Et je crois que ça a révélé le terrible handicap de nos structures administratives. Pour arriver à s'occuper des masques, quand on faisait une conférence même avec la Chine et des tests, il y avait Bercy, il y avait la Chine, il y avait le ministère de l'Emploi, il y avait le ministère de la Santé, il y avait... Mais c'était invraisemblable, avec des représentants qui allaient rentrer chez eux, discuter, donner leur avis. Personne ne pouvait prendre de décision. Et donc, moi j'étais désespérée par ça, et je suis dans un état pré-révolutionnaire pour défaire ce maillon et cette structure administrative qui, franchement, est dramatique pour la France. Dramatique. Elie Cohen, pourquoi? Alors, on pourrait penser au contraire qu'un État centralisé serait plus efficace dans une gestion d'un virus comme celui-ci. Or, finalement, on s'est retrouvé face à un État déconnecté du terrain. C'est tout de même surprenant aujourd'hui, non? Ah non, c'est même pire que ça, c'est-à-dire que derrière l'État centralisé, derrière l'État vertical, derrière l'État en majesté qui décidait de tout, on a découvert, l'incroyable fragmentation administrative, Oui. deux, l'absence de communication et de décision coordonnée,
On a découvert la multiplication des féodalités et les querelles intestines aux différentes féodalités. On a découvert le délitement de l'initiative politique, parce qu'après tout, on avait eu avec Bachelot une politique cohérente de lutte contre la pandémie. On a vu comment cette politique s'est détricotée avec le temps, comment les stocks de précaution s'étaient volatilisés, comment les administrations de la santé étaient en conflit avec l'administration préfectorale, Oui, comment oui, tout oui. ce monde ne communiquait pas avec les entreprises et ne communiquait pas avec la société civile, ce qui fait que sur 3 dossiers majeurs, les masques, les tests et ensuite l'application de traçage, on a vu à la fois une accumulation incroyable d'initiatives, une absence de coordination et même des conflits qui étaient tels qu'ils paralysaient l'action. Par exemple, la décision de réquisitionner les masques a eu des effets dévastateurs parce que les importateurs ne pouvaient plus importer, les distributeurs ne pouvaient plus distribuer, tout devait remonter au Premier ministre. Je crois que cette crise a été un test acide de ce qu'est la bureaucratie française et de ce qu'est l'articulation entre le pouvoir politique et le pouvoir administratif. Je crois qu'on ne pourra plus parler d'État stratège, de deep state, après l'expérience qu'on vient de connaître. On reviendra dans la deuxième partie sur qu'est-ce qu'on peut faire. Nicolas Bocquet, vous dites également dans votre étude que la santé publique a été sous-dimensionnée, qu'il manque finalement une institution de recherche en France. Et pourtant, il y a eu ce conseil scientifique. Donc, il est insuffisant ? Le conseil scientifique, c'est un peu une aberration. C'est-à-dire qu'il y a quand même en France beaucoup d'institutions qui auraient pu jouer un rôle de référence, à la fois un rôle de conseil vis-à-vis des pouvoirs publics et un rôle, je dirais, de référent par rapport au public. C'est évidemment 2 fonctions absolument essentielles. En Allemagne, il y a le Robert Koch Institute, qui est un grand institut fédéral de santé publique, qui a joué ces 2 rôles. Chaque semaine, il faisait un briefing du gouvernement sur la situation, donc un vrai rôle de conseil au gouvernement. Et en même temps, les conférences de presse du directeur étaient le moment d'information avec une parole réellement indépendante. Alors, ce qui a manqué dans les premiers temps, c'est la capacité, alors soit de la part des grands instituts de recherche, l'INSERM, Pasteur, soit de la part des agences comme Santé publique France ou l'ARS ou les agences de santé publique, de jouer ce rôle. Elles ne l'ont pas fait, et donc il y a eu une espèce de vide. Et qu'au moment où le pouvoir politique a eu besoin du pouvoir médical pour, je dirais, partager l'immense responsabilité du confinement, c'est-à-dire aux alentours du 11 mars, eh bien, il y a eu cette création ad hoc d'un institut qui a fait un excellent travail, mais qui avait cette fragilité, c'est-à-dire qu'elle était en même temps constituée du fait du prince. Et donc, c'était difficile pour elle de s'inscrire dans ce paysage et d'avoir à la fois une parole de conseil libre par rapport au gouvernement et une parole crédible et indépendante vers laquelle le public pouvait aller pour s'informer, pour avoir une information crédible et fiable et je dirais y voir clair par rapport à l'ensemble des nouvelles, vraies ou fausses, qui commençaient à circuler. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on a à la fois cette pléthore d'institutions et aucune qui n'a pu jouer le rôle qui aurait été nécessaire. Donc moi, je dirais que ce n'est pas forcément aujourd'hui la question de créer une nouvelle institution, c'est de trouver comment les moyens pour que ce système fonctionne, fassent émerger des institutions réellement indépendantes avec une crédibilité forte. Puis derrière, par contre, le manque, qui est vraiment un manque, c'est un manque d'investissement dans la santé publique. C'est-à-dire qu'on a un système de santé qui privilégie le soin, qui ne privilégie pas la prévention, qui ne privilégie pas la santé conçue comme la santé des populations. Et là, il y a un vrai sous-investissement chronique et il y a, je dirais, quelque chose à corriger dans la manière dont on conçoit le système de santé en France. Là, on en a vraiment payé les conséquences. Un point, par exemple, très important, c'est la question des données. On n'a jamais eu dans la crise des vraies données pour savoir exactement qui était touché, socialement, géographiquement. On n'avait que des données purement médicales. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut changer en amont. C'est quelque chose qui est vraiment très structurel dans la manière dont est pensé le système de santé en France. Sophie de Menton. Alors, oui, si vous permettez, vous allez me pardonner. Allez-y, réagissez. Comment voulez-vous qu'on gère quelque chose dans un pays où nous avons, écoutez-moi bien, le ministre de la Santé, le directeur général de la Santé, la direction de la Santé publique France, le directeur de la Haute Autorité de Santé, HAS, les directeurs des agences régionales de santé, ARS, le directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, la direction
de l'Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé. Bon, L'Agence vous allez nationale faire de toute la sécurité liste, là. des médicaments. Ah oui, ah oui. Je vous passe le nombre d'infectiologues parisiens, etc. Le fameux Centre national de recherche scientifique, le CNRS, un haut commissariat de lutte contre les épidémies, le Haut Conseil de veille sanitaire, l'Agence Qu'est-ce que vous en nationale de déduisez, Sophie de sécurité. Menton, parce qu'on n'a plus Non, beaucoup de mais temps? c'est dingue, oui, je sais. Ah, Mais je veux dire, c'est- dès qu'on ne sait pas faire quelque chose, on crée une commission à un autre organisme, éventuellement qui centralise les autres qui ne veulent pas être centralisés. La même chose, quand on a importé les masques dans les avions, ils étaient bloqués à Roissy parce que les formulaires avaient changé. Excusez-moi, mais je m'étouffais. J'ai donc téléphoné aussi à Bercy où on nous a très gentiment créé une commission de déblocage de douane. Donc alors, on avait un inspecteur des finances qui arrivait, qui était jeune, sympathique, qui était là depuis 15 jours, et il était à la tête d'une commission chargée d'accélérer le dédouanement. Et la France est comme ça. La Donc France est comme ça. comment voulez-vous, quand je vous ai cité cette pléthore d'organismes, j'ai oublié l'INSERM en plus là-dedans, comment voulez-vous, il y a 250 Élie, pilotes par avion. Oui. Sophie, Élie, concluez réagissez peut-être sur ce qu'a dit Sophie de Menton. Il y a un problème Alors vraiment oui, je lié dirais- à cette bureaucratie de l'État, un État finalement qui a Voilà, je montré dirais des en un mot, dysfonctionnements. je dirais en un mot qu'il y a eu non seulement multiplication des organismes, fragmentation des organismes, mais ce qu'on apprend en lisant la note de l'Institut Montaigne, c'est que même le pilotage de la réponse à la crise a varié dans le temps. Il y a eu 3 grands changements en un espace de 2 mois. C'est-à-dire que non seulement vous avez fragmentation, mais vous avez en plus inconsistance de l'action publique et défaut de management général, c'est-à-dire défaut d'une ligne claire de commandement et de mobilisation des moyens. Donc, dans cette situation, vous ne pouvez que générer le chaos et des décisions approximatives avec, comme ça vient d'être dit, par exemple, la décision de réquisition qui a été prise a été tellement dysfonctionnelle qu'il a fallu prendre des dispositions pour lever des dispositions de réquisition. Oui, Et tout ça oui, devait oui. remonter au Premier ministre. C'est Il y avait ubuesque aucun ce que vous décrivez tous les trois. UBS. UBS. Mais après, Merci en tout cas. Vous restez avec nous. On se correctement, retrouve juste après le journal. On va justement se demander comment peut-on améliorer les choses. Restez avec nous sur France 24.